Le secret du succès par William W. Atkinson. Leçon 6. La puissance du désir. Traduction et narration par Julie Descamps. La force motrice qui dirige le monde. Un serviteur utile, mais un pauvre maître. Comment créer le désir? Comment appliquer sa merveilleuse énergie? Comment étendre la force mentale par le désir? Qu'est-ce que le désir? Voyons voir. Webster nous dit que c'est ça, le désir naturel de posséder tout bien apparent. Le désir désireux d'obtenir ou d'apprécier. Ou dans son aspect anormal au sens dégénéré, désir excessif ou morbide, luxure, appétit. Le désir est un terme dont on abuse beaucoup. L'esprit public l'a largement identifié à sa phase anormale ou dégénérée que nous venons de mentionner en ignorant son sens originel et véritable. Beaucoup utilisent le mot dans le sens d'un désir ou d'une envie indigne plutôt que dans le sens d'aspiration, de désir et envie digne, etc. Appeler le désir aspiration n'en rend pas moins le désir. Le fait de l'appeler aspiration n'enlève rien à son caractère de désir. L'expression but et ambition louable n'enlève rien à son caractère de désir. Il n'y a aucun sens à essayer d'échapper au fait que le désir est l'impulsion naturelle et universelle vers l'action, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Sans le désir, la volonté ne se met pas en action et rien n'est accompli. Même les plus hautes réalisations et les buts les plus élevés de la race ne sont possibles que lorsque la vapeur de la volonté est éveillée par la flamme et la chaleur du désir. Waouh! Certains de ces enseignements occultes sont remplis d'instructions visant à tuer le désir et l'étudiant est averti de s'en méfier même sous ses formes les plus insidieuses et subtiles, au point d'éviter même le désir d'être sans désir, voire de ne pas désirer. Tout cela est absurde, car si une personne souhaite ou veut ou est encline ou pense qu'il est préférable ou est heureuse de tuer le désir, dans tous ces cas, elle ne fait que manifester un désir de ne pas désirer, malgré l'utilisation d'autres noms. Qu'est-ce que c'est que se vouloir? Vouloir, se sentir comme, inclination, être heureux de, et tout le reste, mais juste un désir simple, clair,
non altéré qui se cache sous certains de ces noms. Procéder à tuer le désir sans désirer le faire, c'est comme essayer de se soulever en tirant sur ses propres bottes. C'est de la folie. Ce que l'on veut dire en réalité, c'est que l'occultiste doit éliminer les désirs inférieurs qu'il trouve dans sa nature et aussi éliminer l'attachement aux choses. En ce qui concerne ce dernier point, nous dirons que tous les vrais occultistes savent que même les meilleures choses ne sont pas assez bonnes pour régner et que la maîtrise d'une chose est suffisante pour que l'âme se laisse indûment attacher à elle, de sorte que la chose régit l'âme au lieu que ce soit l'âme qui maîtrise la chose. C'est ce que les enseignements signifient. Éviter l'attachement. Et en cela, les professeurs d'occultistes ont clairement raison. Le désir est un effroyable feu de maître qui balaye les supports de l'âme, ne laissant que des cendres fumantes. Mais, tout comme le feu, le désir est un splendide serviteur et, par sa puissance maîtrisée, nous sommes capables de générer la vapeur de la volonté et de l'activer et d'accomplir beaucoup de choses dans le monde. Sans le désir propre, le monde serait sans activité. Ne faites donc pas l'erreur d'utiliser le désir, mais plus que vous ne refuseriez d'utiliser le feu. Encore. Ne faites donc pas l'erreur d'utiliser le désir, pas plus que vous ne refuseriez d'utiliser le feu. Mais dans les deux cas, gardez la maîtrise entre vos mains et évitez de laisser le contrôle passer de vous au désir. Le désir est la force motrice qui dirige le monde. Aussi peu que nous nous soucions de l'admettre dans de nombreux cas. Regardez autour de vous et voyez les effets du désir dans chaque acte humain, bon ou mauvais. Comme l'a dit un écrivain, chaque acte que nous accomplissons, bon ou mauvais, est motivé par le désir. Nous sommes charitables parce que nous désirons soulager notre détresse intérieure à la vue de la souffrance, ou par le désir de sympathie, ou par le désir d'être respecté dans ce monde, ou de s'assurer une place confortable dans le prochain. Un homme est bon parce qu'il désire être bon, parce que cela lui donne la satisfaction d'être bon, tandis qu'un autre homme est cruel précisément pour le même genre de motif. Un homme fait son devoir parce qu'il désire le faire. Il obtient une plus grande satisfaction du devoir bien fait qu'en le négligeant conformément à certains désirs du faible. L'homme religieux est religieux parce que ses désirs religieux sont plus forts que ses désirs irreligieux.
parce qu'il trouve une plus grande satisfaction dans la religion que dans la poursuite de l'esprit du monde. L'homme moral est moral parce que ses désirs moraux sont plus forts que ses désirs immoraux. Il obtient une plus grande satisfaction à être moral qu'à être le contraire. Tout ce que nous faisons est motivé par le désir sous une forme ou une autre, qu'il soit haut ou bas. L'homme ne peut pas être sans désir et agir de quelque façon que ce soit. Le désir est la force motrice de toutes les actions. C'est une loi naturelle de la vie. Tout, de l'atome à la monade, de la monade à l'insecte, de l'insecte à l'homme, de l'homme à la nature, agit et fait des choses en raison de la puissance et de la force du désir, le motif animateur. Amen. Tout ce qui précède semble, à première vue, faire de l'homme une simple machine, soumise à la puissance de tout désir errant qui pourrait lui venir à l'esprit. Mais c'est loin d'être le cas. L'homme n'agit pas sur tous ses désirs, mais sur le désir le plus fort ou la moyenne de ses désirs les plus forts. Cette moyenne des désirs est celle qui constitue sa nature ou son caractère. Et c'est là que la maîtrise du jeu entre en jeu. L'homme n'a pas besoin d'être un esclave ou une créature de ses désirs s'il veut affirmer sa maîtrise. Il peut contrôler, réguler, gouverner et guider ses désirs dans toutes les directions qui lui plaisent. De plus, il peut même créer des désirs par une action de sa volonté, comme nous le verrons plus loin. Grâce à la connaissance des lois psychologiques, il peut neutraliser les désirs défavorables, croître et développer, ou plutôt créer de nouveaux désirs à leur place, par le pouvoir de sa volonté, aidé par la lumière de sa raison et de son jugement. L'homme est le maître de son esprit. Oui, mais certains critiques du raisonnement étroit peuvent objecter. Oui, c'est assez vrai, mais même dans ce cas, ce n'est pas le désir qui est le motif déterminant. Un désir ne doit-il pas créer ces nouveaux désirs avant de pouvoir le faire? Le désir ne précède-t-il pas toujours l'action? En raisonnant ainsi, mes amis, mais tous les occultistes avancés savent qu'il y a un point où le principe du désir s'estompe et se fond dans son principe compagnon, la volonté, et qu'un raisonneur proche et un analyste mental peuvent imaginer un état mental dans lequel on peut presque dire que l'on manifeste une volonté à la volonté plutôt qu'un simple désir à la volonté. Cet état doit être vécu avant de pouvoir être compris. Les mots
ne peuvent l'expliquer. Wow. Nous avons déclaré qu'il était en la puissance de l'homme de créer le désir. Non seulement pour être son maître lorsqu'il est créé, mais aussi pour le créer réellement en le faisant naître. Et cette affirmation est absolument vraie et elle est vérifiée et prouvée par les expériences et les découvertes les plus récentes de la psychologie moderne. Au lieu d'être une créature du désir, ce qu'il est effectivement dans de nombreux cas, l'homme peut devenir le maître du désir et même un créateur de celui-ci. Par la connaissance et la volonté, il peut inverser l'ordre ordinaire des choses et en déplaçant l'intrus du trône, il peut s'y asseoir à sa place légitime, puis ordonner à l'occupant défunt de faire sa volonté et d'obéir à ses ordres. Waouh! Mais la meilleure façon pour le nouvel occupant du trône de mettre en place un tribunal réorganisé est de rejeter les anciennes créatures répréhensibles de son esprit et d'en créer de nouvelles à leur place. Et voici comment cela peut être fait. Waouh! En premier lieu, il faut réfléchir soigneusement aux tâches qu'il souhaite accomplir, puis, en utilisant son jugement avec soin, de manière judiciaire et impartiale, autant que possible, il doit faire un bilan mental de lui-même et voir sur quel point il est déficient en ce qui concerne la bonne réalisation de la tâche. Ensuite, il doit analyser la tâche qui lui est confiée en détail, en séparant la question en autant de divisions clairement définies que possible, afin qu'il puisse voir la chose telle qu'elle est, en détail comme dans son intégrité. Puis, qu'il fasse un inventaire similaire des choses qui semblent nécessaires à l'accomplissement de la tâche. Non pas les détails qui ne se présenteront qu'au fur et à mesure de l'avancement du travail, jour après jour, mais les choses générales qui doivent être faites pour que la tâche soit menée à bien. Puis, après avoir fait le point sur la tâche, la nature de l'entreprise et ses propres qualifications et insuffisances, on commence à créer le désir selon le plan suivant. Waouh! La première étape de la création du désir est la formation d'une image mentale claire et véritable des qualités, des choses et des détails de l'entreprise, ainsi que du tout accompli. Par image mentale, nous entendons une image mentale claire et distincte dans l'imagination des choses qui viennent d'être nommées. Maintenant, ne vous détournez pas avec un mouvement d'impatience à la mention du mot imagination.
C'est un autre mot dont vous n'avez qu'une idée erronée. L'imagination signifie bien plus que la simple utilisation oisive et fantaisiste de cette partie de l'esprit que les gens croient être tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas tout, loin de là. En fait, on peut dire que la partie fantaisiste n'est que l'ombre de l'effort réel d'imagination. L'imagination est une chose réelle. C'est une faculté de l'esprit par laquelle il crée une matrice, un moule ou un modèle de choses que la volonté et le désir formés par la suite matérialisent en réalité objective. Wow! Rien n'a été créé par les mains et l'esprit de l'homme qui n'ait trouvé son origine dans l'imagination de quelqu'un. L'imagination est la première étape de la création, qu'il s'agisse de monde ou de bagatelle. Le schéma mental doit toujours procéder la forme matérielle. Il en est de même dans la création du désir. Avant de pouvoir créer un désir, vous devez avoir une image mentale claire de ce que vous devez désirer. Vous constaterez que cette tâche de création d'une image mentale est un peu plus difficile que ce que vous aviez prévu au départ. Il vous sera difficile de vous faire une image mentale, même faible, de ce dont vous avez besoin. Mais ne vous découragez pas et persévérez, car en cela, comme pour tout le reste, c'est en pratiquant qu'on devient parfait. Chaque fois que vous essayerez de former l'image mentale, elle apparaîtra un peu plus claire et plus distincte, et les détails prendront un peu plus d'importance. Ne vous fatiguez pas au début, mais laissez la tâche de côté jusqu'à plus tard dans la journée ou jusqu'au lendemain. Mais entraînez-vous et persévérez et vous serez bientôt en mesure de voir mentalement les choses dont vous avez besoin aussi clairement qu'une image, souvenir de quelque chose que vous avez déjà vu. Nous en dirons plus sur ce sujet de l'imagerie mentale et de l'imagination dans les leçons suivantes. Ensuite, après avoir acquis l'image mentale claire des choses que vous souhaitez désirer et donc atteindre, cultivez la focalisation de l'attention sur ces choses. Le mot attention est dérivé du mot latin attendere qui signifie s'étirer. L'idée originale étant que dans l'attention, l'esprit était étiré ou étendu vers l'objet de l'attention. Et c'est l'idée correcte car c'est ainsi que l'esprit opère dans la matière. Wow. Gardez les idées à l'esprit autant que possible
afin que l'esprit puisse les saisir fermement et en faire une partie de lui-même. Ce faisant, vous imprimez fermement les idées sur la tablette de cire de l'esprit. Waouh! Ainsi, après avoir fixé clairement l'idée dans votre esprit, au moyen de l'imagination et de l'acceptation et de l'attention, jusqu'à ce que, comme nous l'avons dit, elle s'y fixe, commencez à cultiver un désir ardent, un longueuil, une demande ardente pour la matérialisation des choses. Exigez que vous cultiviez les qualités nécessaires à la tâche. Exigez que vos images mentales se matérialisent. Exigez que les détails se manifestent ainsi que le tout, en tenant compte du quelque chose de mieux qui se présentera sûrement pour remplacer les détails originaux au fur et à mesure que vous avancerez. La conscience intérieure s'occupera de ces choses pour vous. Waouh! Amen. Ensuite, désirez une fermeté, confiance et sérieux. Ne soyez pas tiède dans vos demandes et vos désirs. Revendiquez et exigez la chose entière et ayez confiance qu'elle se transformera en objectivité matérielle et en réalité. Pensez-y, rêvez-y et aspirez-y toujours. Vous devez apprendre à la vouloir de la pire des façons. Apprenez à la vouloir assez fort. Vous pouvez atteindre et obtenir beaucoup de choses en les voulant assez fort. Le problème est que la plupart d'entre nous ne veulent pas des choses assez fort. Nous confondons les envies et les souhaits vagues avec des désirs et des désirs sérieux, ardents et exigeants. Atteignez le désir et exigez la chose comme vous exigez et désirez vos repas quotidiens. C'est vouloir de la pire des façons. Il s'agit simplement d'un indice. Vous pouvez certainement fournir le reste si vous êtes sérieux et voulez assez fort. Waouh!